J'aime boire du vin, j'adore découvrir du vin. Il y a tellement de vin à découvrir que en fait, je pense qu'on peut en boire tous les jours, toute notre vie, on n'arrivera jamais à tout goûter. Je trouve que le vin, il doit accompagner un moment, mais c'est pas le vin qui fait le moment. J'aime l'évolution, j'aime voir comment les vins vont évoluer dans le temps, la direction qu'ils prennent. Quand je bois des vins qui sont faits avec beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, c'est un vrai réconfort, c'est ça que j'aime dans le vin. Hello les glouters, j'espère que vous allez bien. Que le vin puisse dire des choses de nous, oui, indéniablement. Et vous me direz, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il s'agit en réalité de cette grande ligne claire qui accompagne ce podcast. Tant de choses, en réalité, peuvent nous renseigner sur ce que nous sommes. Les lieux disent, la façon dont nous posons notre regard sur le monde aussi. Mais qu'en est-il alors de la voix, des mots, des nuances, choisies ou non, des tessitures graves ou aiguës, nos accents peut-être, des ponctuations ou encore des silences. Alors, pour cette nouvelle aventure de Glouglou, posons une attention particulière sur la voix de notre invité du jour et découvrons ensemble ce que le vin dit d'Antoine Bouvet. Ce jeune vigneron champenois talentueux, dont les vins traduisent une émotion rare et sincère, nous plonge ici dans ses souvenirs d'enfance, au goût teinté de nostalgie et mélancolie non dénués d'effervescence. Nous arpenterons aux côtés d'Antoine les vignobles champenois évidemment, à commencer par le sien, jurassien et géorgien aussi, aux paysages uniques qu'il aime tant, avant de conclure cette classe verte à travers les vergers d'ici et d'ailleurs, pour un monde meilleur, et ses bonnes adresses pour notre plus grand bonheur. Alors suivez sa voix qui n'en demeure pas moins une clé précieuse qui révèle toute sa sensibilité. Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés, nul doute que la douceur d'Antoine saura vous toucher en plein cœur. Allez, top générique. Bonjour à tous, c'est Peeves. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Hello les amis, hello les glouters, bienvenue dans ce 10e épisode, et pour ça, rien de mieux que d'accueillir le numéro 10 dans ma team. J'ai nommé Antoine Bouvet. Salut Antoine, comment vas-tu ? Salut Peeves, salut tout le monde. Ici Antoine Bouvet. Et on est chez toi là Antoine ? Ouais, on est dans mon salon. À Mareuil-sur-Aï les amis, pour ce 10e épisode j'avais très envie de vous amener dans un lieu qui m'est cher, ou du moins de vous présenter un des vignerons qui m'a procuré les plus belles émotions ces dernières années. Voilà, ça c'est pour le petit cadeau, la petite pommade en début d'émission Antoine, mais c'est vrai, et je suis super content d'avoir pu trouver cette occasion de venir te voir, et surtout trop content que tu fasses confiance au projet. Mareuil-sur-Aï, on est en Champagne. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu comme ça rapidement ? Alors oui, Mareuil-sur-Aï, petit village dans la Champagne, dans la vallée de la Marne, à côté d'Ailly. On est au bord du canal, au bord de la Marne, en bas des coteaux de Champagne. Antoine, tu connais un petit peu la musique, tu connais la chanson. On va parler des étiquettes, en l'occurrence la tienne. Il va falloir que tu te présentes, mais c'est vrai que le petit clin d'œil aux étiquettes, c'est que moi j'ai découvert tes vins, et à travers tes vins peut-être un bout de ta personnalité. Ça va être tout le sujet de cette émission, mais des étiquettes que j'aime beaucoup. Donc là, écoute, c'est pour nos auditrices, nos auditeurs, nos glouters, c'est à toi de te présenter. Alors, Antoine Bouvet, donc je suis vigneron à Mareuil-sur-Aï dans la Marne. Donc c'est un domaine familial que j'ai repris, qui était à la base mon arrière-grand-mère, qui avait un petit bout de vigne sur Avenay-Val d'Or, donc un village tout près de Mareuil. Puis c'est un domaine que mes grands-parents ont repris par la suite, qui ont développé et qui se sont installés à Mareuil-sur-Aï. Et voilà, donc les étiquettes, un gros clin d'œil pour mon grand-père qui m'a appris le métier de la vigne, qui m'a surtout transmis la passion de la vigne avant tout. Cette passion, effectivement, qu'on retrouve dans chacune de tes jolies canettes. Et effectivement, c'est cette étiquette très singulière où on distingue deux silhouettes. Et donc la tienne, qu'on devine, un petit garçon qui tient la main de son grand-père, Guy. Ouais, Guy Bouvet. Guy Bouvet.
Bon, écoute, je pense que c'est une petite transition assez naturelle vers un chapitre qu'on aime beaucoup sur ce format, sur Glouglou. C'est les racines pour essayer de partager, du moins que tu nous partages ces images, peut-être ces parfums, ces sensations qui par lesquelles peut-être tout a commencé. Donc c'est maintenant, les amis. Jingle. Mon goût est en pleine croissance. Il me faut du vin. Antoine, les racines, très simplement, quels sont ces premiers souvenirs liés au vin ? Alors les premiers souvenirs liés au vin, je pense que tout d'abord c'est passé par la vigne, tout simplement parce que petit j'étais quand même très souvent chez mes grands-parents, à Mareuil sur le domaine, et c'était assez naturel d'aller se promener dans les vignes, d'aller voir comment la vigne elle pousse. Profiter de ce paysage qui est quand même assez sympa aussi en Champagne. Et après aussi c'était surtout la période des vendanges. C'était toujours une période que moi j'adorais parce que du jour au lendemain on se retrouvait avec une vingtaine de personnes en plus à la maison. Donc une énergie qui est assez magique quand même, où du jour au lendemain on a des personnes qui viennent de partout, qui viennent partager le résultat d'un an de travail. Et ça, c'est des super souvenirs. Et c'est comme ça, je pense que vraiment, c'est les premiers pas dans le vin, parce que c'est aller goûter le jus de raisin à la sortie du pressoir. Quand t'es petit, c'est toujours... c'est hyper agréable, tu goûtes les jus de raisin, tu vas voir tout le monde, tu te balades dans les vignes, tu goûtes le raisin, c'est des moments très magiques, quoi. Et quelle émotion, justement, ça te renvoie, ces souvenirs ? C'est des super émotions. Il y a toujours un peu de mélancolie dedans parce que tu te rappelles de ces souvenirs où toi t'as une vision d'enfant, hein, à l'époque. Tu sais pas trop pourquoi toutes ces personnes sont là, mais elles sont là. Ouais, c'est vraiment des superbes énergies, des super moments de convivialité. Ouais, donc ces premiers souvenirs, en fin de compte, toi, c'est les vendanges, ça te marque, quoi. Et donc ton grand-père, Guy, qui t'incitait, ou du moins qui tendait toujours la main pour que tu le suives et que tu participes et que tu sois là. Ouais, tout à fait. C'était un peu notre lien. On a tous des liens avec nos proches, avec notre famille. C'était la vigne, c'était le raisin qui crée ce lien entre nous, quoi. Bon, alors là, c'est un souvenir visuel, peut-être olfactif et gustatif, avec ces petits jus, ces mous de raisin encore sucrés, qui n'ont pas encore fait leur fermentation. Mais quelle serait peut-être cette première étape, ce peut-être franchissement de barrière, cette première fois avec un verre de vin ? Est-ce que tu t'en souviens ? Alors, c'est compliqué de me dire que je m'en souviens. Petit, on mettait quand même vite le nez sur les bouteilles de champagne, enfin sur les verres. Donc je pense que les premiers souvenirs du vin, c'est ce côté pétillant, parce que tout de suite nous on buvait du champagne très facilement, hein. Et donc c'était plutôt l'aspect vraiment effervescence du vin. Dans mes premiers souvenirs vraiment du vin, c'est plutôt ce côté-là, c'est le côté effervescence, c'est pas le côté vraiment gustatif de qu'est-ce qu'un vin. C'était cette effervescence dès que tu mettais en bouche toutes ces petites bulles qui pétaient sur ton palais, et tu disais ça pique, ouais, c'est ça. C'était un peu les premiers mots, je pense, quand j'ai goûté pour la première fois du vin, quoi. C'était ça pique. Et ouais, les Glouters, vous avez peut-être comme moi aussi cette sensation de où ça pique avec une bouteille d'eau qui pique, justement. Et voilà, en Champagne, a priori, on découvre cette sensation non pas avec de l'eau, mais avec du champagne. Est-ce qu'il y avait des habitudes familiales, justement, lors de ces retrouvailles, peut-être sur la table de tes grands-parents, ou tes parents? Est-ce qu'il y avait du vin? Est-ce que, alors, le champagne, évidemment, certainement, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses? Des vins dits tranquilles, du coup, des vins rouges, des vins blancs? Comment ça se passait? Alors, chez nous, déjà, mes parents n'ont pas repris le domaine. Ils ont fait
Ils ont fait un autre choix dans leur métier. Donc mes parents sont pas des personnes qui consomment vraiment beaucoup de vin. C'est pas quelque chose ma mère boit pratiquement pas, et mon père est très curieux mais boit quand même très peu de vin. Et mes grands-parents, c'était une époque quand même où il y avait moins de curiosité, je trouve, par rapport à aujourd'hui. Donc ils avaient plutôt tendance à boire leur production, donc plutôt du champagne. Et après, si on avait quand même toujours un peu sur les vins rouges, plutôt des vins de Bordeaux, un peu de pinot noir de Bourgogne, et sur les vins blancs, c'était plutôt des chardonnays sur la Bourgogne pour rester un peu dans l'ADN de la Champagne, sur les pinots noirs et chardonnays, quoi. Et alors toi, ton intérêt, ou du moins le développement quand même de tes compétences, tu parlais de curiosité. Toi, cette curiosité au niveau de ton apprentissage de ces bouteilles que tu as eu envie de découvrir, ça vient quand dans ta vie ? On a toujours été habitués quand même à boire du vin, étant dans une région viticole, quand on était jeune et qu'on faisait des soirées, on a tous des amis vignerons, vigneronnes, et on ramenait tous des bouteilles de chez nous, sans y prêter vraiment attention. Puis en fait vers mes 16 ans, où avec des amis on commençait à goûter un petit peu plus de vin et vraiment à prendre le temps de les goûter et se dire ah ouais, mais en fait ça c'est quand même c'est différent que l'autre bouteille, c'est pas le même cépage, c'est pas les mêmes endroits. Et c'est comme ça que je pense c'est venu ce goût du vin et cette curiosité à se dire ok, le vin c'est pas juste un vin de Bourgogne, c'est pas que un pinot noir de Bourgogne. Derrière il y a des personnes qui le travaillent, il y a des terroirs, il y a des façons de penser, et ça j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant, ça a commencé à me nourrir à ce moment-là. Les terroirs, les amis, vous me voyez venir ? C'est le prochain chapitre. Jingle. De grands terroirs impliquent de grandes responsabilités. Glou-glou. Mon cher Antoine, il y a une question qui est plutôt rigolote, je trouve, à poser en tout cas à chacun de mes invités. Quelle est ta définition du mot terroir ? Alors le terroir, je trouve que c'est assez propre à chacun. Pour moi, le terroir, c'est une relation entre un sous-sol, une plante, des personnes qui vont venir la travailler, et tout ce qui se passe à l'extérieur de tout ça. C'est toute une énergie qui vient créer un lien ensemble pour créer un vin unique à un moment unique qui évolue dans le temps. Alors, on va peut-être mettre un petit coup de projecteur justement sur ton terroir, ton vignoble. Je suis en face de toi, donc si je dis une bêtise, tu peux vite me taper sur les doigts. 5,5 hectares de vignes à Mareuil-sur-Aï, sur 3 villages ? Tout à fait, oui. On travaille sur 3 villages. Tout à fait, Thierry. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter pour toutes celles et ceux qui vont découvrir ta personnalité à travers ce format? Il y en aura peut-être, même si je souhaite que tout le monde demain puisse te connaître et connaître surtout les super jolis vins que tu produis. Comment tu as envie de nous parler de ton vignoble? Alors déjà, le vignoble champenois, c'est un vignoble qui est quand même assez grand. Il y a 30 000 hectares de vignes sur 3 régions. Nous ici on est dans la Marne, Mareuil-sur-Aï, on est plutôt sur les crus historiques de la Champagne. Donc nous on travaille sur 3 villages, Mareuil-sur-Aï, Bisseuil et Avenay-Val d'Or, qui est vraiment le vignoble historique de la famille. C'est là où mon arrière-grand-mère Gassienne a eu ses premières vignes. Donc c'est 3 villages qui sont assez proches mais très différents, quoi. Sur Mareuil, on est vraiment sur une butte au bord du canal de la Marne, plutôt exposé est nous concernant, sur des pinots noirs avec des sols, beaucoup d'argile, des argiles assez riches, avant de trouver la craie, cette craie champenoise. Sur Bisseuil, qui est le village juste à côté, toujours bord du canal et de la Marne, mais sur un plateau un petit peu plus haut, plein sud, sur de la craie, très peu de sol, on va être à moins de 50 cm de sol. Et alors Avenay, moi c'est un peu mon terroir
voilà, que j'aime beaucoup. Ton chouchou. Ouais, c'est ça. C'est là où j'ai mes liens. C'est toujours la vigne est un vrai lien dans le sens où aujourd'hui j'ai la chance d'avoir encore des vignes que mon arrière-grand-mère a plantées, que moi je n'ai pas connues. Et c'est toujours quand même assez beau de se dire là je suis en train de tailler une vigne que mon arrière-grand-mère a plantée, qu'elle est venue tailler, et qu'aujourd'hui 60 ans après je suis encore en train de la tailler moi. Et c'est toujours, enfin je trouve que c'est ce qui est superbe, ce qui est très beau dans notre métier, quoi. Effectivement, peut-être par le vivant, entretenir toujours ce lien et cette nostalgie. Tu parlais de mélancolie tout à l'heure, mais là c'est vrai que c'est beau et c'est peut-être pas commun. En tout cas, j'espère que cette petite histoire aussi vous parle, les Glouters. Je trouve ça superbe. Et donc tu as parlé des Pinots noirs. Il y a bien sûr les Chardonnays, un petit peu de Pinot Meunier. Un petit peu de meunier sur Avenay, justement, sur les vieilles vignes que mon arrière-grand-mère avait plantées. Et depuis quelques années, au vu du changement climatique, des années un petit peu plus chaudes, on revient entreplanter sur les pieds qui sont morts. Sur les secteurs sud, on va venir mettre des cépages dits oubliés ou anciens de la Champagne, qui vont être essentiellement le petit mélier et l'arbane, qui sont des cépages blancs. Qui ont été un peu oubliés parce que en fait à l'époque ils mûrissaient pas très bien, très acides, et donc en fait aujourd'hui je crois que c'est des cépages qui sont un petit peu plus appropriés vis-à-vis du changement climatique. Et ça, t'as planté ça quand est-ce que tu vas récolter les premiers jus? Alors on a commencé à en planter en 2015, donc il y a quelques pieds qui sont déjà producteurs, mais ça vient au mélange de toute la parcelle, donc on doit en ramasser depuis quelques années sans vraiment y faire attention. Type complantation, quoi. Tout à fait, ouais. C'est vraiment, je crois que la complantation, je le vois vraiment comme un intérêt au vu du changement climatique. Ouais, très bien. Là-dessus, il y a quelqu'un qui a toujours des choses très intéressantes, je trouve, à raconter sur la complantation en Alsace, la famille Deiss, où on part du principe justement pour ces notions de terroir. En fin de compte, sur une parcelle, il y a X cépages différents, plusieurs. C'est pas une parcelle de variété, par variété. Et donc l'idée c'est de les faire arriver ensemble, si j'ai bien compris le message, et bien justement à même maturité, quasiment au même moment, et pour que ce qui en ressorte le plus, c'est vraiment cette énergie de terroir. Mais bon, ce terroir donc local, familial, c'est effectivement peut-être celui qui te marque le plus dans ton quotidien. Et est-ce qu'il y aurait d'autres lieux dont tu auras envie de nous parler? Je sais pas, des paysages qui t'ont marqué? Ouais, il y a plein de lieux. On a de la chance, même que en France, on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir des lieux magnifiques qui vont nous toucher. Mais moi, j'aime beaucoup le Jura, j'aime les vins du Jura, j'aime les personnes du Jura, et c'est vrai qu'on se retrouve en bas ou en haut de Château-Chalon. Je trouve que c'est des paysages qui sont magnifiques, assez sauvages. La vigne qui est là, on se demande comment elle arrive à être là, à pousser là au milieu de tout ça, sur des terroirs qui sont quand même assez durs à travailler pour nous. Et c'est des super paysages. Ensuite, j'ai eu la chance aussi d'aller en Géorgie. J'ai un super ami, Bastien, que j'embrasse, et Nino. Et là, on est en pleine montagne. C'est très sauvage, très peu habité. Et tu te demandes comment ils arrivent à faire ce qu'ils font, à en vivre. Mais c'est magnifique, c'est toute la beauté de ce métier, quoi. Ouais, alors la Géorgie, les Glouters, parlons-en. Il semblerait que ça soit le berceau de la viticulture. C'est vrai que tout ce coin est dit le berceau de la viticulture. Géorgie, en Turquie, où je suis allé aussi visiter des vignobles, pareil, très, très impressionnants, des vignobles à même la roche. Donc c'est là aussi où on voit toute la résilience de cette plante qui est très magique, quoi. Ouais, cette petite liane, parce que nous on voit bien sûr la face visible de l'iceberg, mais en sous-sol, cette capacité à toujours se frayer un chemin entre quelques failles parfois, mais
microscopique et d'aller chercher la fraîcheur et de s'enfoncer dans ces sous-sols que tu parles, parce que c'est ça l'intérêt, c'est d'essayer de conduire la vigne un peu à la Inception et de lui glisser tout doucement à l'oreille, vas-y, fonce, va en profondeur. Toi, c'est ce que tu recherches au quotidien. Oui, on va vraiment chercher ce qui se passe en dessous, comme tu dis, ce qui n'est pas visible. Pour moi, c'est là où on va vraiment trouver la verticalité des vins. En parlant de verticalité, est-ce que cette verticalité elle a un impact sur ton goût? C'est assez compliqué à répondre. Vous avez pas 2 heures, je vais vous le dire de suite. Non, parce que je pense qu'effectivement, ces terroirs et ces expériences qu'on glane jour après jour dans nos parcours de passionnés, effectivement, ça va peut-être venir façonner notre palais, façonner nos papilles. Tu disais tout à l'heure, une bouteille, plus une bouteille, plus une bouteille. On se rend compte qu'on a 3 vins différents. Sur les 3, on a peut-être préféré la deuxième. Et puis au fur et à mesure qu'on s'entraîne, qu'on prolonge ces exercices, on comprend peut-être mieux pourquoi on a aimé cette deuxième bouteille sur les 3. Et toi, à travers tous ces terroirs, à travers ton expérience, est-ce que tu sens que tout ça a eu un impact sur ton goût? Alors oui, étant vigneron en Champagne et ayant fait mon palais avec du champagne, on est quand même assez réputé pour avoir des vins assez acides. Donc c'est vrai que j'aime les acidités dans les vins, j'aime les choses qui vont loin, qui vont loin dans la bouche. Une fois qu'on a fini le verre, notre gorgée, on a encore cette intensité en bouche. Ça, c'est vraiment les vins que j'aime. Mais ça en dit long déjà sur votre personnalité, parce que vous avez commencé votre phrase en disant quand on finit le verre. Vous êtes repris en disant quand on finit la gorgée, mais donc vous l'aurez compris, a priori, ici en Champagne, on finit son verre. Hein? Oui, on finit plusieurs verres. Eh bien, c'est parfait, la transition est toute trouvée. Gamma GT, jingle. Glouglou, le podcast à écouter sans modération. Gamma GT. Vous me voyez venir, les amis. Et oui, on est avec Antoine Bouvet, vigneron à Mareuil-sur-Aï, un des vignerons que j'adore. Et là, Antoine, mon vieux, j'ai envie de te dire, c'est à toi de passer à la casserole. Tu connais, c'est la fréquence de consommation Glouglou. 1 à 7 jours semaine. Qu'en est-elle? Alors, je pense que on est à 7 sur 7. Vous me recevez? Oui, 7 sur 7? Ouais. Ok. Non, c'est vrai que étant passionné de vin, et j'adore, j'aime boire du vin, j'adore surtout en fait découvrir du vin. Et voilà, il y a tellement de vins à découvrir que en fait, je pense qu'on peut en boire tous les jours, toute notre vie, on n'arrivera jamais à tout goûter. Mais à la maison, on boit quand même très souvent un verre au moins par jour. T'as un Pokédex qui commence à plutôt bien se remplir, donc. Ouais, j'ai un bon Pokédex, mais le problème c'est que j'ai pas une super mémoire. Mais bon, du coup, je retourne souvent sur des vins que j'ai déjà bu en me disant ah ouais, mais c'est vraiment bon ça. Et Marine, personne qui partage ma vie, me dit mais tu sais on l'a bu il y a pas longtemps en fait. Hein. Ouais, donc tu te laisses porter quand même par le moment. Ah oui, alors là le vin, moi je suis pas du tout. J'aime pas me focaliser sur un vin. Je trouve que le vin il doit accompagner un moment, mais c'est pas le vin qui fait le moment. Et parlons-en de ces moments, donc a priori ils sont nombreux, où tu as envie d'être accompagné en tout cas d'un verre de vin. Qu'est-ce qui te plaît justement dans cette consommation du vin? Au-delà de la découverte, est-ce qu'il y a un état particulier que tu affectionnes? Alors ce que j'aime dans le vin, c'est vraiment, je trouve que c'est un moyen de s'exprimer. Enfin moi je le vois comme ça m'a permis de m'exprimer à travers, c'était mon moyen de m'exprimer à moi, comme certains ou certaines vont s'exprimer à travers la peinture, la photo. Et en fait quand je bois des vins qui sont faits avec beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, moi c'est ça que j'aime dans le vin, c'est vraiment ressentir toute cette énergie qui a été mise pour faire cette bouteille et pouvoir nous avoir la chance de l'ouvrir et de le partager avec des personnes qu'on aime tout simplement.
Et c'est ça que j'aime dans le vin. Un réconfort. Ouais, vraiment, ouais. Bah, c'est ça, c'est un vrai réconfort. C'est pour ça, quand je dis on boit souvent un verre de vin, c'est on rentre à la maison le soir et c'est toujours un super moment de se dire, bah tiens, on a bien travaillé aujourd'hui. Bah, on s'ouvre, alors soit du vin, soit de la bière. J'aime beaucoup la bière ou le cidre. Et bah voilà, on ouvre une bouteille, on boit un verre, on ferme la bouteille, on la met au frais et puis voilà, à demain. Bon, et alors, où, quand et comment t'achètes du vin? Alors, j'achète beaucoup de vin déjà. Et j'en achète un peu partout. J'ai pas de... j'ai acheté chez des cavistes que je connais, que j'affectionne, avec qui je m'entends bien et qui connaissent aussi mes goûts. C'est la chance qu'on a quand on va régulièrement dans certaines caves, dans certains lieux. À force, ils connaissent ce qu'on aime. Donc ils nous disent toujours, ah bah tiens, j'ai ça de nouveau, faut que tu goûtes. Et tu marques aucune opposition? Donc. Non, aucune opposition, non. À part, bon, bien sûr, le prix, après, il y a des choses où tu dis, bon, bah, peut-être pas quand même, mais... et toujours cette recherche aussi, bah, je suis très curieux, moi, c'est ce qui me nourrit, et j'achète beaucoup en ligne également. Et là, vraiment, j'y vais à l'aveugle, je regarde les bouteilles, je lis un peu les descriptions, et je me dis, bon, bah, ça a l'air sympa, je connais pas du tout, j'achète une bouteille, et puis si ça me plaît, bah, tant mieux, on y revient, si ça me plaît pas, bah, tant mieux aussi, j'ai goûté, donc voilà, je sais. Ouais, y a pas de problème à ça, quoi. Ce qui compte, en fait, c'est cette découverte. Oui, c'est ça, bah, et puis le vin, c'est pas parce que je n'ai pas aimé ou je n'ai pas apprécié qu'il est pas bon, c'est juste que moi, il ne me correspond pas, c'est pas ce qui me fait vibrer, mais en aucun cas c'est parce qu'il est pas bon. Ça me rappelle ce que me disait ma grand-mère. On dit pas c'est pas bon pour rester poli, mais on dit j'aime pas ou ce n'est pas mon goût. Tu parlais du prix, c'est un critère pour toi aussi, la gestion de ce budget. Est-ce que typiquement il y a une barre infranchissable? Alors oui et non. C'est j'ai la chance de vivre de ma passion et d'en vivre correctement. J'en suis conscient. Donc j'ai pas vraiment de limite pour acheter du vin, mais je trouve que ça reste du vin, ça reste une bouteille. Dès qu'on dépasse des certaines sommes, je trouve ça assez compliqué parce qu'en fait derrière, au-delà du prix, on va avoir une attente. Dès qu'on dépasse de certaines sommes, je trouve que le vin ne peut pas nous décevoir parce qu'on paye une somme. Et en fait, on retire toute cette magie, je trouve, du vin. Ouais, en fait, c'est un peu le piège. Vu qu'on a mis une certaine somme, on se dit on peut pas être déçu, mais malgré tout, je crois que c'est plus fort que nous. Il y a plus de chances qu'on soit déçu parce que on s'enlève jamais trop de la tête la somme qu'on y a mis. Je suis une petite aparté, mais j'en parlais il y a pas longtemps. Moi, il y a un vin mythique que tu connais, c'est certain, Pétrus. Pétrus, donc à Pomerol dans le Bordelais. Moi, c'est une bouteille que j'ai jamais goûtée. Et franchement, mettre Pétrus dans son Pokédex, en soi, ça peut être cool, quoi, quand on est amateur de vin, savoir comment ça goûte, en fait. Découvrir certainement cette magie qui habite le mythe. Mais, tu vois, je rêverais de découvrir ce vin-là à l'aveugle, typiquement. De me dire, imaginons, waouh, c'est quoi cette canette? C'est ouf. Tu soulèves la chaussette, tu fais, ah, Pétrus, ah, ok, d'accord, ok, je comprends. Merci pour ce bon moment. Alors que si tu me poses la bouteille sur la table, parce qu'aujourd'hui Pétrus, pour les glouteurs, c'est une bouteille qui vaut plusieurs milliers d'euros, les 75 centilitres. Alors on est d'accord ou pas d'accord avec ça, c'est pas le sujet puisque c'est comme ça, mais justement je pense que j'aurais plus de chances d'être déçu. C'est vrai que ça je me suis souvent dit en me disant bon, elle vaut combien la gorgée, quoi. Et en fait c'est pas ça le vin, parce que les femmes et les hommes qui travaillent justement à Pétrus et qui s'appliquent chaque jour pour essayer de faire parmi l'un des plus grands vins du monde, ou de maintenir justement cette aura, c'est pas qu'ils pensent à cette notion de prix, voilà. Donc une bonne bouteille, elle est faite pour être bu, pour être pissé, les amis. Mais en fonction d'un certain budget, des fois, ça peut nous faire dévier justement de cette ouverture à l'émotion, à se lâcher prise en fait, que t'aimes bien.
Ouais, c'est ce que j'aime beaucoup dans les dégustations à l'aveugle, justement. On n'a aucune a priori. C'est vrai que c'est là où on voit aussi la force psychologique de nous, comment on fonctionne, parce que juste de voir une étiquette, ça te prépare déjà mentalement à ce que tu vas retrouver dans le verre. Et c'est ce qui est génial dans les dégustations à l'aveugle, c'est qu'on n'a aucun a priori avant d'avoir goûté. Et jusqu'aux dégustations à l'aveugle en verre noir aussi, où on voit, où on se trompe même sur des vins rouges, des vins blancs, des vins rosés. Et ça c'est très bluffant, quoi. Ouais, on vous le conseille, essayez, piégez les copains ou vos proches dans des verres noirs, donc servez un verre de blanc, un verre de rouge, un verre de rosé, et voyez un peu les réactions autour de vous. Entre nous, ouais, c'est pas souvent si simple que ça en paraît. Mais à présent, Antoine, on va parler de tes coups de cœur. Allez, c'est parti. Let's go. Glou-glou. Pour l'amour du goût. Bon, les coups de cœur, ce petit cœur qui bat, ce cœur d'Antoine, Antoine Bouvet, qui nous accueille chez lui dans son salon à Mareuil-sur-Ailly. Aujourd'hui, avec une météo plutôt clémente. Ici, on va vouloir s'intéresser au vin, mais peut-être à cette bouteille qui t'aurait ouvert un monde, qui t'aurait ouvert les yeux, celle que tu n'oublieras jamais. J'ai eu la chance, en allant dans le Jura, d'aller chez un vigneron qui s'appelle François Rousset-Martin, qui nous a accueillis avec grand plaisir. Et on est descendu dans une vieille cave qui appartenait à son grand-père, avec encore quelques bouteilles de son grand-père. Et il nous a ouvert un super vin jaune que son grand-père avait fait en 1964. Là, on est vraiment dans un moment assez magique parce qu'on se retrouve dans cette vieille cave qui a un vécu assez fort, en tout cas on le ressent. On se dit on a beaucoup de chance parce qu'on ne connaît pas forcément cette personne très bien. Il nous invite dans son intimité familiale, dans son histoire. Et en plus de ça, il nous le fait partager en ouvrant ce super vin jaune de 64. Mais au-delà du moment magique, on voit aussi la beauté du vin, quoi. Le vin qui peut vieillir, qui évolue dans le temps. Et tout ça, ça se ressent. Ça se ressent vraiment dans le verre. Et est-ce que justement ces vieux vins, ces vieux millésimes, c'est quelque chose qui te touche pour ce temps, cette histoire? Oui, j'aime beaucoup l'évolution des vins. J'aime... c'est un peu aussi l'ADN de la Champagne. Si on a toujours fait vieillir nos vins, dû aux doubles fermentations, la deuxième fermentation en bouteille, avec le temps après sur latte avant dégorgement. Et c'est vrai que j'aime, parce que j'aime l'évolution, j'aime voir comment les vins vont évoluer dans le temps, la direction qu'ils prennent, et souvent on est toujours très très surpris. On en parlait encore hier, j'ai eu la chance de goûter un Magnum de chez David Leclapart en 99, où il t'expliquait que c'était des années pas forcément où tu faisais des super... tu savais pas la direction que le vin allait prendre. Et là, tu goûtes un 99 en 2024, en fait, il y a encore une énorme fraîcheur. Tu as ce côté oxydatif du temps qui est passé, qui est normal, mais une fraîcheur très longue, avec une aromatique sur l'évolution, mais on est toujours agréablement surpris, et c'est pareil, c'est toujours assez magique, assez... on voit l'évolution du temps, on voit le vin, comment il peut évoluer. On le sait de base avec la vigne peut vivre des centaines d'années si elles sont au bon endroit avec les bonnes personnes. Et en fait, le vin est la suite de la vigne, donc je pense qu'on pourra toujours être surpris sur l'évolution des vins. C'est beau, ça me fait voyager. Concernant tes coups de cœur, une petite question, tiens, un peu canaille. Si tu ne devais en retenir qu'un, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. Alors, choisir, c'est renoncer, mon vieux. Je dirais quand même Pinot Noir. J'aime beaucoup le Pinot Noir, mais je dirais Pinot Noir. J'ai très peu de Meunier, donc j'ai pas une énorme connaissance sur le Meunier, même si j'adore tout ce que je bois sur les Meuniers. Et le Chardonnay, c'est un peu le cépage où on se dit c'est un peu facile parce qu'il y en a un peu partout dans le monde et ça goûte quand même relativement souvent bien.
Et donc juste pour ça, je vais le mettre en deuxième, mais j'aime beaucoup le chardonnay. Et donc le pinot noir, pourquoi ? Pour sa vinosité, sa puissance, sa profondeur ? Ouais, j'aime tout dans le pinot noir. Je trouve déjà juste les grappes sont très belles, cette couleur. Quand voilà, c'est très mûr et que tu commences à le presser, tu vois ces jus qui sont encore tout roses. Il y a une belle intensité. C'est vraiment un super cépage et qui vieillit aussi très très bien. Bon écoute, moi Antoine, ça m'a mis l'eau à la bouche. Il est l'heure de faire un petit jeu, la dégustation à l'aveugle, t'en parlais ? Are you ready ? Ready. Go. Blind testing. Blind testing, dégustation à l'aveugle. Avec Antoine Bouvet, on est en Champagne à Mareuil-sur-Ailly. Antoine, je t'ai servi donc quelque chose dans ton verre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors c'est quelque chose qui pétille. Effervescence. C'est très... une belle effervescence. Tout de suite, aromatiquement, j'ai la pomme qui vient en bouche. Voilà, une belle bulle très fine, très agréable. On parlait de verticalité, on retrouve cette verticalité. C'est vraiment un vin. Enfin, pour moi, je partirais sur du cidre, mais sur un cidre qui est parfait là pour l'heure qu'il est. Il va être 11h. C'est très bien. Ça met en bouche. Cidre, la pomme. Est-ce que t'aurais une région du coup en tête ? Même si, attends, avant que tu te prononces, je suis désolé, mais mon affection doit parler. Le cidre, c'est la Normandie. Normandie, grande région pour le cidre. Même si, une fois qu'on s'intéresse au cidre, on voit qu'il y a quand même historiquement de superbes régions en France, en dehors de la Normandie, qui font de superbes cidres. Et pourquoi pas sur Pays Basque, qui est une très belle région où se font de très bons cidres. Déjà, t'es pas tombé dans le piège, même s'il y avait aucun piège. Ce n'est pas un vin, effectivement. On est dans l'univers des cidres, mais on est chez un cousin. On est sur un poiré, mon vieux. Sorry. En fait, je suis un gros fanat de poiré. C'est vraiment quelque chose. Tu vois, j'avais envie de te présenter, bien sûr, une bulle, petit clin d'œil. Et j'avais envie de quelque chose de rafraîchissant. Et c'est vrai que ce sont des produits qui ont cette capacité, qui ont déjà des degrés alcooliques très aimables et qui sont frais, qui sont cette verticalité, cette énergie, cette délicatesse aussi en même temps, et cette bulle qui vient claquer. J'adore quand ça pétille. Donc là, je t'amène non pas au Pays Basque, et d'ailleurs on va quitter la France. Alors pas très loin, je te rassure. On est chez la cidrerie du Vulcain. En Suisse, les Gluters, la région de Fribourg, en Suisse, et c'est un certain Jacques Péritas qui produit ce délicieux poiré. Jacques est un disciple d'Éric Bordelais, alors qu'on connaît bien, qui a une grande notoriété chez nous en France pour produire des grands cidres et des grands poirés dans la Mayenne. Et là on est sur des poiriers centenaires. Il y a, je crois, 11 variétés dans cette bouteille, donc qui compose ce poiré, et sur un millésime 2019. Voilà, donc en plus un poiré qui a un peu de bouteille, comme on dit, parce que ce sont, comme le vin, des choses qui vieillissent bien, auxquelles on parfois, peut-être, c'est vrai, on peut le dire, on n'y prête peut-être pas autant d'attention, mais c'est vraiment chouette. Et voilà, j'avais envie de te faire ce petit clin d'œil, parce que tu nous en parleras peut-être un peu plus tard, mais je crois que c'est justement un univers qui te plaît pas mal. Ouais, tout à fait magnifique. En tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Péritas en Suisse, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour la personne, et aussi on a eu la chance de goûter justement un poiré 2012 qui était très beau. Et je vous encourage si vous aimez cet univers, le cidre et les poirés, c'est les garder quelques années en cave, parce que ça évolue très très bien et c'est très très bon. Et ouais, cidrerie du Vulcain, les amis. Voilà, pour retrouver ça. L'emblème, c'est un papillon. Alors, le saviez-vous ? La cidrerie du Vulcain, en fait, tire son nom du Vulcain. Justement, ce papillon fétiche que l'on croise apparemment dans les vergers lors des cueillettes automnales, parce que c'est à ce moment-là qu'on va ramasser les pommes et les poires. Voilà, c'est très joli visuel. Tu parlais des étiquettes, moi j'y suis sensible. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait, donc, je le répète, mais découvrir tes vins. Et voilà, je la trouve canonissime.
un peu mystique. Ouais, j'adore. J'adore ce qu'il fait, c'est très beau et c'est très bon. Bah voilà, on vous mettra tout ça en description, en commentaire, pour que vous puissiez vous aussi aller vous renseigner voilà, sur ce qui se passe du côté de Fribourg, chez nos amis suisses. Mais Jacques vient de s'installer en France, donc il va bientôt avoir des cidres et des poirées normands. Ok, petit exclu, voilà. C'est ça, c'est pour ça qu'on aime les rencontres les amis, parce qu'il y a des échanges et puis on apprend toujours des choses. Ok, affaire à suivre, mais je compte sur toi pour nous en dire plus au moment voulu. Qu'est-ce qu'on mange, tiens, avec ça ? Comment on accompagne un poiré ? J'aime beaucoup avec le cidre ou les poirées, c'est du fromage. Plutôt aller dans la région du Chaours. Tout simplement. Tout simplement, mais ça marche très très bien. Un bon pain, un bon fromage, un Chaours. Et let's go, c'est parti. Voilà, cette fraîcheur. N'hésitez pas à dire en commentaire, les amis, avec quoi vous aimez marier le cidre ou le poiré. Ça m'intéresse. Place à présent à la recette magique. Antoine, c'est ce petit moment assez introspectif où on va toucher l'imaginaire. En fait, tu le sais, là tu as une carte blanche multiple. Tu as 5 éléments à trouver pour composer ce moment parfait, ce moment que tu rêverais et que je te souhaite d'accomplir prochainement. Il s'agit d'un vin, d'un vinyle, d'un plat, d'un lieu et sans oublier évidemment la personne avec qui on a envie de partager ce bon moment. Alors je t'écoute, c'est à toi. Alors, pour le vin, je partirai quand même sur un vin jaune. Parce que j'aime beaucoup les vins jaunes et toute cette énergie qu'il y a dans la fabrication de ce vin qui est assez magique. Hein. Donc plutôt un vin jaune, pourquoi pas de chez Auvernois, avec une petite vingtaine d'années, ça serait bien. Auvernois, les amis, qui est un ponte dans la matière, Pierre Auvernois. On en avait parlé lors de l'épisode, la belle émission qu'on a enregistrée ici à Glouglou avec Fabrice Parisot, des Caves du Forum. Donc Pierre Auvernois, très bien. Un vinyle. Alors un vinyle, dernièrement j'aime beaucoup, c'est le dernier album de Billie Eilish, qui est une jeune artiste qui est déjà très connue et très récompensée pour son jeune âge, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est assez innovant, assez dynamique et très agréable à écouter. Un plat ? Un super plateau de comté avec différents producteurs, différents types d'affinage, histoire de s'amuser avec ça. Ouais, t'as envie de pianoter sur les nuances du comté. Petit gourmand, va. Alors, et où est-ce que ça se passe ? Allez, donne-moi le décor. Non loin d'ici. Moi, j'adore et on adore. C'est aller tout simplement au bord du canal, entre le canal et la Marne, sous un très joli saule pleureur, qui est là depuis très longtemps, car déjà enfant, j'aimais jouer en dessous. Et voilà, sur une fin de journée assez chaude, pas trop chaude non plus, avec un beau coucher de soleil où le reflet on voit à travers le canal et avec pas trop de gens autour par contre. Ouais, un moment intimiste. Et ce moment intimiste, t'as envie de le partager avec qui ? Avec la personne, je pense, avec qui je passe le plus de temps et de moments dans ce genre, ça serait avec Marine, ma compagne. Bien romantique là en face de moi et ça me plaît, ça me touche, même longueur d'onde. Merci Antoine pour ce petit moment d'introspection et ça peut nous donner des idées. Voilà, en fin de compte, une bonne bouteille de vin jaune, des bons comtés, de la musique, bien sûr de la musique, toujours de la musique. Et là en l'occurrence Billie Eilish. Genre, j'allais dire qu'on embrasse, comme si elle allait écouter l'émission Billie, bien sûr. Super artiste, effectivement. Ultra contemporaine, très indé en fin de compte, alors que très populaire. Et ça, je trouve que c'est une vraie force quand tu arrives à faire de ta personnalité, comme pour les vins, en fin de compte. Là, je pense qu'on peut peut-être faire un pont, mais quelque chose de pop, qui est adulé par tous, alors que c'est très niche de base, stylé. Les bonnes adresses d'Antoine. Allez, alors tu m'as parlé du seul pleureur. Bon, celui-là, à vous de jouer les gars pour vous en trouver un. Il y a un secret. Mais est-ce que tu auras envie de nous confier des restos, des bars à vin, un caviste, des adresses où tu te sens bien ? Les adresses où je me sens bien. Alors on va faire déjà un petit tour localement.
Sur Reims, au niveau des vins, j'aime beaucoup aller aux caves du Forum, cette cave assez emblématique de Reims. On se retrouve dans des vieilles caves, on prend un petit escalier et tu descends et tu tombes sur une superbe cave voûtée avec beaucoup de références à tous les prix, à tout âge, parce qu'ils font aussi du vieillissement. Donc ça c'est quand même très très agréable. Et une fois qu'on sort des caves, moi j'aime beaucoup, c'est aller en face, au Bon Manger, qui est une épicerie où tu peux acheter un peu de charcuterie, que des bons produits, une superbe cave aussi, beaucoup de vins étrangers, plutôt nature, et surtout tu peux te poser, boire un verre, manger un morceau, et t'es vraiment comme à la maison. Et après, pour continuer la soirée, on peut aller au Gloupote, place d'Erlon. On va retrouver Stéphane, qui tient le lieu depuis un petit moment, qui a une superbe carte de vin. Voilà, c'est un ancien pub, c'est toujours un pub dans l'esprit, mais avec une superbe carte des vins, on mange bien, on peut passer un super moment avec des amis. Voilà, localement, ça c'est un peu les journées qui sont plutôt très agréables à vivre. Et j'aime beaucoup aussi, alors là c'est un couple d'amis que j'embrasse, Thomas et Jess. C'est partir. Alors là on va plus aller vers Normandie. C'est à l'Auberge Sauvage. Voilà, c'est Thomas qui est chef et Jess qui tient l'auberge. Et on est un peu au milieu de nulle part. On peut dormir sur place. Et Thomas est un chef pour moi qui est très 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 fort. Bon, vous connaissez la chanson. Il y aura tout ça en description. Mais parlons-en du Gloupote. Hein, ça c'est quand même la Mecque, le point de chute obligatoire, en tout cas pour chacune de mes pérégrinations champenoises. Tu parlais de Stéphane, c'est vraiment quelqu'un qui a ce sens de l'accueil, cette passion, ce contact très fort avec vous tous les vignerons de la région, et pas seulement. Une carte des vins donc de Maboul, mais tu disais ambiance pub. Donc si on a envie d'aller voir un match de Champions League de façon parfaitement décomplexé, avec un exceptionnel burger, puisqu'il y a les pains du boulanger d'à côté, il y a la viande qui est hachée minute. Bon, on est chez des initiés, des passionnés, des gars précis, qui aiment faire plaisir avec, une grande bouteille de champagne, pourquoi pas, c'est permis. Je dois dire qu'il n'y a pas si longtemps de ça, justement, je me suis régalé sur une de tes cuvées, les Coutures, magnifique chardonnay. Et voilà, ça c'est un lieu qu'on aime. Et Stéphane, si tu nous entends, on t'embrasse. Tout à fait. Et Stéphane, pour revenir à Stéphane, il fait partie vraiment pour moi des ambassadeurs au niveau de la Champagne. Et c'est aussi une personne qui nous a vraiment aidés en tant que jeunes. Voilà, quand j'avais 18 ans, qu'on passait au Gloupote, il nous servait déjà tout à l'aveugle pour nous apprendre. Et il nous permettait aussi d'avoir accès à des bouteilles qu'on pouvait pas avoir accès, que ça soit financièrement ou même sur le marché, parce que c'est des marchés de niche sur certains vignerons, vigneronnes. Et voilà, ça fait partie des personnes aussi qui nous ont initiés dans ce métier. Et quand je dis nous, parce qu'on était un groupe de vignerons, vigneronnes jeunes champenois, c'est des personnes qui font vraiment partie... qui font partie de la Champagne, du Champagne, et on a beaucoup de chance d'avoir ce genre de personnes, et voilà, il y a les caves du Forum qui en font partie, il y a Aline et Eric au Bon Manger qui en font partie, il y a le Wine Bar à Reims aussi qui en fait partie, et en fait c'est ça qui est quand même très beau dans notre métier, c'est au-delà d'être vigneron, vigneronne, on a toutes ces personnes autour qui sont acteurs, actrices de la Champagne, quoi. Ouais, pour nous accompagner, nous faire vivre des émotions, et en fin de compte, je crois qu'il y a même s'ils ont chacun du coup leur personnalité, leur singularité, et heureusement, je crois qu'il y a un dénominateur commun, c'est l'envie de faire plaisir, l'envie de bien travailler avec le sourire et d'accompagner cette jeunesse qui voit passer chaque génération. Et comme tu dis, voilà, de savoir qu'il y a un repère comme ça où on se sent bien,
Ou aussi, il faut dire, justement, ça oublie personne. Donc, aller se faire un burger, c'est jamais hors de prix. Et c'est très décomplexé. Et c'est l'ADN de Glouglou. Parler vin autrement, le désacraliser. Et moi, tout ça, je l'ai aussi ressenti à travers ces personnes que tu cites. Fabrice, qu'on a eu sur Glouglou. Stéphane, qu'on aura peut-être un jour. Écoute, merci pour ces bonnes adresses. Ça m'a donné faim. Actu, place à l'actu, la culture de notre ami Antoine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de nous confier ? Alors j'aime faire beaucoup de choses aussi. J'aime aller au-delà de ce que je fais, découvrir autre chose, apprendre, toujours apprendre, c'est ce qui est important. Donc depuis 2021 avec 4 amis, on s'est lancé dans le cidre, justement. On a créé une petite cidrerie. Pardi. Et voilà, on s'y retrouve. Donc on a monté une cidrerie qui est à Verzy, non loin de Mareuil. On a la chance de travailler avec quelques producteurs de pommes à cidre et de poires aussi, dans plusieurs régions. Et on applique la méthode champenoise. Donc on part du sentier du cidre un peu plus classique pour les personnes qui consomment du cidre. Donc là on va travailler sur la double fermentation comme en Champagne, en utilisant le jus de pomme ou le jus de poire de l'année d'après pour sucrer naturellement nos jus. Et voilà, là on commence à sortir les premières bouteilles qui sont du millésime 2021. Et donc ça c'est un super projet de copains où on se fait vraiment beaucoup plaisir, où on n'a pas de limite dans le sens où voilà, c'est une découverte. Nous on apprend tous les jours, c'est pas tous les jours facile parce que l'air de rien c'est pas du tout du raisin, c'est de la pomme et de la poire, donc il y a d'autres choses à prendre en compte, mais c'est hyper enrichissant. Et en plus voilà, c'est un projet de copains, donc hyper agréable. Un projet de copains vignerons. De copains vignerons, tout à fait, ouais. Je suis avec Flavien Novak, Adrien Renoir, Quentin Paillard et Bertrand Lapie, que j'embrasse très fort. Qu'on salue, chapeau bas messieurs. Il me tarde de tremper mes lèvres dans cette première cuvée, donc la cidrerie de Verzy. C'est ça, cidrerie de Verzy, très simple, là où elle se situe. Voilà, les gars, allez me chercher ça sur Insta, go follow, et puis vivement, et surtout, bonne aventure, bon vent les gars. Glouglou, ce que le vin dit de nous. C'est l'heure de la question finale. Ça y est, on est arrivé au bout de ce périple. J'espère que la route n'a pas été trop longue, mon vieux. C'est la question qui habite véritablement l'émission Glouglou. Tu le sais, c'est vrai que cet angle, il est essentiellement basé sur l'humain. Et je te remercie déjà pour ta confiance, d'avoir accepté de te prêter au jeu, de me recevoir avec mon petit studio portatif. Mais s'il y a bien une question qu'on se pose ici, c'est qu'est-ce que le vin dit de nous ? Parce que je suis assez persuadé que le vin dit des choses de chacun d'entre nous, sur nos personnalités, sur notre façon de voir le monde, de le concevoir, sur notre façon de l'aimer aussi. Et donc, nous y sommes. Antoine, tout simplement, qu'est-ce que le vin dit de toi ? Grande question. Non, je pense que moi, le vin, le fait de travailler la vigne, ce que j'aime avant tout et pourquoi j'ai choisi ça, c'est la liberté. On a une vraie liberté. On a une liberté dans la façon de travailler, dans la façon de voir les choses, dans la façon de gérer les personnes qui travaillent avec nous. Et c'est une façon de s'exprimer, j'en reviens aussi, mais c'est une façon de s'exprimer librement. On peut dire ce qu'on veut à travers les vins, comme on veut, dans tous les moments de notre vie, dans l'évolution de notre vie. Et c'est ce que j'aime à travers le vin, c'est vraiment cette liberté, on peut... la vigne est une vraie éponge. Hein. Quand on parle de terroir, la vigne, elle éponge où elle vit, mais elle éponge aussi nous, les personnes qui vont la travailler. Et cette éponge, elle va s'exprimer dans le vin. Et c'est ça que j'aime, il y a pas que moi sur le domaine, on est plusieurs à travailler. C'est l'expression d'une équipe, d'une force qui vient s'exprimer. Et c'est ça que j'aime dans le vin. Donc la liberté. La liberté, oui. Liberté, égalité, fraternité, les amis. À travers cette liberté, j'ai l'impression d'entrevoir quelque chose, c'est cette grande sensibilité.
Et lorsqu'on parle d'éponge, nous pouvons nous-mêmes être des éponges. Ce n'est pas réservé qu'à la vigne ou qu'à cet ustensile qui nous sert à nous aider dans nos tâches ménagères. Et quand tu parles de ce plaisir que tu retrouves à, en fin de compte, goûter des vins, sans parfois d'ailleurs ne pas te souvenir de l'étiquette ni de leur nom quelques jours après, tu nous disais aimer justement ressentir cette énergie, cet amour qui a été donné pour accompagner ces vins. Et donc cette éponge qui aime peut-être absorber aussi justement toutes ces bonnes ondes qui en a besoin pour avoir ce sourire que tu as, cette gentillesse et cette grande sensibilité, celle peut-être d'un artiste. Mais ça, je m'arrêterai là. Je voudrais pas te gêner, mais je pense que c'est peut-être ce que l'on ressent en plus en découvrant tes vins et en se régalant avec mon cher Antoine. Donc merci pour ce témoignage. Merci à toi, ça me touche beaucoup et vraiment merci de faire aussi cette émission que j'ai plaisir à écouter et je trouve ça génial d'avoir ce type de projet, d'avoir des personnes comme toi aussi qui font vivre ces projets. Donc vraiment merci à toi. C'est super gentil, vous voyez pas mais c'est l'avantage du podcast, mais j'ai les joues qui rougissent. Avant qu'on se quitte Antoine, est-ce que il y aurait justement une envie, une personne à qui tu aimerais passer le relais? J'ai 2 personnes à qui j'aimerais passer le relais. Une première personne qui est une chef que j'aime beaucoup personnellement et que j'aime beaucoup à travers son métier. C'est Marie-Victorine Manoa qui est aujourd'hui on va voir ce qu'elle va faire, mais elle va faire de belles choses, qui a un vrai lien déjà qui est chef donc au niveau de la gastronomie, mais qui a un vrai lien dans le vin. Et ensuite petit clin d'œil, François Rousset-Martin dans le Jura, en dessous de Château-Chalon, et c'est une personne que j'aime beaucoup, que vraiment j'affectionne, qui est un puits de connaissances, et je pense que ça serait très agréable aussi de l'écouter. Bon, t'es généreux aussi, on le voit, parce que du coup, il y a 2 cibles à toucher. Sachez que vraiment, je les note et j'aime bien voir ça, tu sais, comme un peu sur ces murs de commissaires dans les polars, tirer des traits avec des épingles, des fils rouges, verts, etc. Alors, si ça peut m'amener en tout cas à aller découvrir le Jura, sache que je n'ai jamais encore mis mes pieds dans cette magnifique région. Pour le moment, mes premières sensations sont dans un verre, avec un verre de vin. Mais j'ai jamais encore pu voir de mes yeux, appréhender ces paysages, ces terroirs, ces hommes, ces femmes qui composent cette région viticole riche. Et justement, l'un des phares dans ce milieu oxydatif que j'aime beaucoup. Donc je te remercie. Donc Peeves, prochaine mission, 2 contacts, 2 personnalités bien différentes. Marie-Victorine Manoa, chef, qui est à Paris, qu'on peut retrouver sur Instagram facilement, et François Rousset-Martin, vigneron dans le Jura. Let's go! Bon, bien c'est l'heure de se quitter. Antoine, un grand merci, je suis super content et surtout je suis très heureux de pouvoir partager cette émission, ce moment d'échange avec nos auditrices, les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. Ça, je vous le dis chaque épisode, mais sincèrement, merci juste pour ces retours, pour cette chaleur, cette énergie aussi que vous renvoyez au projet Glouglou. Ça donne beaucoup de force, donc continuez ainsi. Antoine, all the best pour la suite de tes aventures. Bien sûr, pour ces cidres que tu mènes, et que tu produis avec les copains, mais surtout pour tes grands vins de champagne qu'il faut venir découvrir ici, chez toi et dans toutes ces bonnes adresses que tu as citées. À bientôt. À bientôt. Et nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, prenez soin de vous, buvez bien, buvez bon. Ciao, ciao. Bisous. Punaise, j'adore cette nouvelle émission sur le vin. Glouglou, c'est marrant comme nom et je comprends tout. Mange! Pour une fois, je comprends tout. Ah merde! Arrête ton cirque! Spider Glouglou, Spider Glouglou.